Bonjour à tous et à toutes, nous sommes ravis de vous accueillir depuis le plateau télé d'Optilimaz à Mazingarbe pour ce temps d'échange qu'on a baptisé Mine d'idées. Nous avons décidé de nous réunir aujourd'hui pour vous présenter les prototypes qui ont vu le jour depuis le début du projet Centres sociaux connectés du bassin minier. Tout au long de ce webinaire, vous allez pouvoir interagir avec nous en nous posant vos questions, en nous faisant vos remarques. Il vous suffira de flasher les QR codes qui apparaîtront à l'écran à l'aide de vos smartphones. Nous vous donnerons ensuite rendez-vous à la fin de notre présentation sur l'outil Teamflow pour discuter tous ensemble. Tout d'abord, je vais laisser la parole à Christine Mas, qui est la coordinatrice du projet Centres sociaux connectés du bassin minier, afin qu'elle le présente à ceux qui ne le connaîtraient pas. Bonjour à tous, donc je suis Christine Mas, coordinatrice du projet des centres sociaux connectés et j'ai quelques minutes pour vous expliciter ce qu'est le projet sur un territoire élargi, celui du bassin minier. Alors ce projet est mené avec différents partenaires, la CSM, l'Association des centres sociaux de Mazingarbe, également la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais, notre chef de file qu'est la CSRV, et la maison de quartier du centre-ville de Valenciennes. Donc vous voyez déjà, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de salariés dédiés, une équipe de 18 personnes dédiées au projet des centres sociaux connectés. Et là, j'ai quelques minutes pour vous parler d'un livrable. Alors, qu'est-ce qu'un livrable? En fait, dans nos centres sociaux, les habitants, les salariés, les usagers ont beaucoup réfléchi à élucider une problématique ou faciliter les actes de leur vie au quotidien. Alors c'est en ça que la mission du chargé de mission numérique est d'importance, parce que lors d'ateliers collaboratifs, tout ce petit monde a travaillé à trouver une solution numérique que l'on appelle donc prototype. Donc vous allez voir, ces solutions sont multiples. Quelques-uns de l'équipe vont vous parler justement de ces productions qui ont été réalisées par et pour les habitants et réellement faciliter la vie du centre et des usagers. Pour vous convaincre de venir nous rejoindre à un temps fort que l'on va mener sur le territoire de Valenciennes, on vous donnera la date prochaine, ça sera au début décembre. Vous pourrez venir nous rejoindre sur un plateau, sur un centre social reconstitué, le centre social connecté, idéal, dessiné par vous et pour vous, et vous pourrez venir tester, essayer, discuter, dialoguer et peut-être aussi contribuer de nouveau à élaborer avec nous de beaux projets. À très bientôt. Nous allons entrer dans le vif du sujet en accueillant Luc et Maxime qui sont à l'origine du projet Optilimaz, le tiers-lieu de Mazingarbe. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors le projet Optilimaz est parti au tout début du fait qu'on a récupéré un ancien magasin alimentaire. Le but du projet, ça a été avec les habitants de travailler autour d'un lieu commun où tout le monde pourrait y faire des activités, que ce soit autour du numérique, aussi bien autour d'un magasin gratuit, d'ateliers un peu coworking, etc. Donc on a travaillé avec les habitants sur des idées d'aménagement avec des architectes et le projet se construit au fur et à mesure. Aujourd'hui on est encore sur une évolution petit à petit avec quelques espaces qui sont en train de se concrétiser au fur et à mesure. Voilà. Il y a également un deuxième prototype qui a vu le jour en 2020, c'est l'application Mon Centre Social de Poche. Alors Mon Centre Social de Poche, alors une idée qui est partie des habitants, c'est une application qui a été créée pour les habitants et par les habitants, notamment lors de réunions, les petits déj connectés par exemple que Maxime animait le vendredi matin. Le but c'est quoi? C'est de trouver des solutions qui étaient des fois des solutions où on devait s'inscrire au format papier, et là comment faire pour passer au numérique? Et pour que ce soit plus simple, pour que les gens puissent le faire de chez eux, puissent s'inscrire à distance lors des ateliers, puissent suivre aussi l'actualité des centres sociaux. Le but c'est vraiment d'écouter ce qu'ils avaient besoin et de le transcrire en version numérique. C'est bien ça, hein, Maxime? Oui, c'est ça. En fait, du coup, le but de cette application, à partir des ateliers collaboratifs qui ont été mis en place, c'était, on se dit, ok, les gens ont besoin d'une application téléphone pour avoir des rappels, etc., des activités du centre social.
À partir de ce moment-là, on a dit ok, on a trouvé le point fort du projet, on va créer une appli. Il y a eu le confinement et on va dire que le confinement nous a permis de travailler sur cette application pendant toute une période de 2 mois à peu près. Et on a pu présenter un premier prototype aux habitants pour leur dire ok, on a une première version, on vous montre à quoi ça ressemble, est-ce que ça vous plaît? Deuxième partie, les gens ont pu expérimenter l'application via un QR code. Et troisième partie, là, sur laquelle on est actuellement, les gens peuvent télécharger l'application sur le Play Store. Donc elle est ouverte à tous. Pour l'instant, en termes d'essaimage, on va dire, elle reste pour l'instant sur le secteur de Mazagarbe, puisqu'une application en fait est dédiée à une structure ou une association. Il faudra en fait à chaque association leur propre application pour partager leur propre actualité, leur propre news, leur propre planning, etc. Vous avez d'autres prototypes qui sont également en cours ou déjà sortis. Est-ce que vous voulez en parler rapidement ? Alors nous avons aussi investi grâce au projet Centres Sociaux Connectés dans des bornes numériques. Alors ces bornes vont servir surtout pour les habitants qui sont dépourvus de matériel informatique. Comment ça va les aider ? C'est pas compliqué, c'est des bornes qui sont faciles d'utilisation, c'est des bornes PMR, donc notamment accessibles aux handicapés. Elles leur permettront notamment de pouvoir envoyer des emails, de pouvoir s'inscrire à la CAF ou sur l'ENT, toutes ces choses qu'on ne peut pas forcément faire chez soi quand on n'a pas le matériel numérique ni le réseau avec. Il y aura toujours quelqu'un dans chaque structure qui pourra aussi accompagner si jamais vraiment on voit que les personnes sont en difficulté devant la bande tactile, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde de connaître le numérique. Voilà, ça c'est un des projets qui est déjà disponible en fait dans les 3 structures des centres sociaux. Donc qui est aussi par contre essaimable et adaptable, personnalisable en fonction d'une structure. La façade elle est facilement changeable, c'est un aimant qu'on pose dessus, on peut remplacer la com sans problème. Un autre prototype qu'on a réalisé, alors cette fois-ci en partenariat avec Ferme Avenir, qui est une action territoire zéro chômeur longue durée sur Mazingarbe, on s'était dit pourquoi pas créer ensemble une table connectée, associer le côté artisanal, récup de bois et le numérique. Et des bénévoles nous ont aidés en fait à réaliser cette table. Donc ils ont conçu toute la partie structuration bois. On a travaillé avec eux sur un prototype 3D pour voir un peu à quoi ça ressemblerait. Et après on a voulu créer cette petite table qu'on a posée ici pour échanger ensemble. Et donc le but de cette table c'est avant tout de les mettre dans chaque accueil des structures pour y apporter un petit côté un peu sympa. Lors de l'attente, on peut consulter l'actualité du centre social, on peut très bien faire des petits jeux pédagogiques, ludiques, avec des enfants ou seuls, ou écouter également de la musique en branchant une prise jack directement dessus. Voilà, c'est un petit plus qui se rajoute dans un accueil de centre social, ça apporte un peu de convivialité aussi avec les autres personnes pour faire des petits jeux ensemble, c'est du plus. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Je vous propose maintenant d'accueillir Antoine et Vincent qui vont nous parler du site internet qu'ils ont co-construit avec les habitants à l'origine du projet Service pour tous au phare à Onnain. Alors, en quoi consiste ce projet ? Bonjour Céline. Alors, ce projet donc, a été réalisé pour Service pour tous, qui est une coopérative formée par un groupe d'habitants privés d'emploi dans le cadre du dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée. Et c'est une coopérative qui propose différents services, espaces verts, cuisine, conciergerie, dépannage informatique et une friperie. Comment ce site internet a-t-il vu le jour ? Alors, c'est la référente du groupe, donc de ce groupe d'habitants qui cherchait justement un moyen de faire connaître Service pour tous et d'informer tous les services disponibles en un seul et même endroit. C'est comme ça qu'est venue l'idée en fait, du site internet. Et quelle est la plus-value de ce projet ? Alors la plus-value du projet justement, donc là il s'agit justement d'aider à la professionnalisation du groupe, donc des habitants, et donc les aider aussi dans leur insertion. De plus, ce projet a permis d'apprendre aux habitants les bases de la communication par le biais aussi d'ateliers pour la réalisation d'affiches, des ateliers aussi pour l'identité graphique, donc la réalisation d'un logo, et donc de permettre une montée en compétences au niveau de la pratique du numérique. Maintenant, on va entrer plus dans la partie technique avec Antoine. Alors bonjour, Antoine, chargé d'innovation pour les centres sociaux connectés du bassin minier. Donc en fait, comment on a travaillé, on a fait tous ensemble des ateliers collaboratifs
donc avec Vincent et les habitants, où on a construit ensemble tout ce qui était l'interface du site, les pages que ça devait contenir, les contenus que qu'il allait devoir mettre sur le site. Et avec tout ça, on a constitué un cahier des charges qu'on a envoyé à un prestataire qui fait partie du projet, c'est CLIS21. Donc CLIS21, c'est une coopérative de développeurs qui sont très en faveur des logiciels libres d'accès, libres de droit, etc. Ce qui fait que grâce à leurs compétences, tous les travaux qu'ils produisent restent accessibles au plus grand nombre. Donc ce qui rend l'essaimage de ce projet très facile, parce qu'il suffit d'aller chercher les fichiers du site et puis reproduire le site. Enfin, n'importe quel développeur peut reproduire le site comme il en a envie. Je vous propose tout de suite de retrouver certains habitants qui font partie du dispositif afin qu'ils partagent avec nous leur expérience. On a Dany Lefebvre qui fait de la friperie, Frédéric Bulins qui fait de la conciergerie et de l'espace vert, et puis Elena qui fait de la cuisine traiteur. Dînatoire. Voilà. Et Vincent qui nous aide énormément, donc page Facebook, les dessins dans la friperie, plein de choses quoi. Les flyers. Les flyers, ouais. Des affiches également. Les affiches, oui. Donc du coup, oui, comme Dany vient de le relater, il y a un accompagnement sur tous les points qui s'effectuent et surtout par le numérique, par la communication. Donc c'est là que les CS connectés nous ont pas mal aidés, notamment à travers l'aide de Vincent. Il a mis en place des ateliers pour créer un site, fait par et pour les habitants volontaires du projet. Donc c'est bien eux, avec l'aide de Vincent, qui ont créé ce site. Une plaquette aussi à base de pictogrammes de bienvenue. Donc on s'était dit comment intégrer les nouvelles personnes qui ne comprennent pas forcément le projet, qui est complexe aussi à comprendre. Et donc ils ont eu la bonne idée justement de faire une plaquette avec le commencement du projet, les étapes d'avancement. Également pour leurs flyers, donc on s'était dit faut quand même se faire connaître sur le territoire et par les réseaux sociaux et par de l'affichage, une identité forte aussi. Donc ils ont créé leur logo qui est service pour tous. Tout à fait, service pour tous. Donc c'est eux qui l'ont créé avec l'aide des habitants. Ils ont fait une concertation participative et citoyenne. Déjà on avait plusieurs noms et on a fait du porte-à-porte à celui pour choisir un nom en fait. Et c'est celui qui ressortait le plus qui a été choisi. Après, il y a eu un choix de couleurs. On a voulu garder des jolies couleurs, donc un petit peu clin d'œil à la CACRV aussi. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont mises en place et avec Vincent toujours. Du coup, il y a eu des ateliers déjà avec Vincent où on essaie un petit peu d'apprivoiser un petit peu l'outil informatique, de se dire oui, c'est possible. Je peux aller par exemple sur Canva et essayer de faire mon flyer. Je peux essayer de respecter une charte graphique, donc il leur a montré aussi comment respecter. Qu'est-ce qui est gratuit, payant. Et puis le code couleur aussi. Voilà. Comment faire une affiche assez professionnelle. Donc tout ça, c'est du mettre des savoir-faire. paillettes. C'est ça qu'a dit. Donc voilà, c'est beaucoup de compétences développées, notamment par le numérique, par la communication. C'est beaucoup de savoir-faire aussi méconnu au début. Puis du coup, il y a des révélations au fur et à mesure qui se font. Le dernier mot de la fin, c'est que TZ, c'est que du bonheur pour nous. Et on voudrait remercier Merci Antoine et Vincent. Merci Vincent et Antoine pour votre participation. Nous allons maintenant retrouver Christophe en direct du faubourg du Château à Denain, qui va nous parler du projet qu'il a effectué avec le Jardin des Grandes Gamelles. Merci de me proposer de vous partager un petit peu l'expérience des centres sociaux de Denain sur l'outil-othèque. L'outil-othèque, une bibliothèque et des outils, donc ça fait un outil-othèque. Et c'est quoi en fait cet outil-othèque? C'est simplement l'idée de partager des outils de bricolage et de jardinage avec des usagers de la ville de Denain, notamment de Faubourg du Château. Et les partager parce que ces outils sont déjà là dans le cadre d'un jardin partagé du centre social qui est rattaché au centre social. Et l'idée c'était d'aller un petit peu au-delà de la réservation papier pour mettre à disposition ces outils de bricolage et de jardinage et de passer par une plateforme numérique qui permettrait aux gens de faire des réservations en automatique, tranquillement depuis chez eux le soir, même quand le centre est fermé. Donc du coup, cette outil-othèque, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux adhérents des centres sociaux
qui payent une cotisation, qui payent une adhésion à ce système de réservation, qui permet aussi de pouvoir faire des dépôts de garantie, bien sûr, parce qu'il faut que les outils puissent revenir. Et c'est à destination de tous les adhérents des centres sociaux de l'ACSRV, donc du bassin minier de Valenciennes. Ce qui est intéressant parce que du coup, on peut aussi élargir le public au-delà du centre social du Faubourg du Château à Denain. Cette outiliothèque, elle a été développée par les bénévoles. Ils en ont eu besoin au début en format papier-crayon et après en format numérique. Donc c'est intéressant de voir que ça vient d'eux et qu'on a pu l'accompagner grâce à Stanko Krujic, qui est responsable développement, et faire en sorte que ce projet émerge et devienne une vraie réalité. Il y a cette démarche développement durable liée au jardin des Grandes Gamelles, qui permet de sensibiliser les citoyens, au-delà des adhérents d'ailleurs, hein, les habitants du quartier, à qu'est-ce que c'est que de planter, de gérer un potager, de s'occuper de poules, de chèvres, et de se retrouver simplement dans un petit coin de nature. Donc il y a cette démarche vraiment de développement durable. Il y a aussi cette idée d'économie circulaire, où les outils, on les utilise plusieurs fois, plutôt que de se les acheter soi-même, et puis de les utiliser que 2 fois dans l'année. Il y a aussi cette idée d'économie collaborative où on collabore et on fait économie ensemble en partageant des choses plutôt que de les acheter une fois puis de les garder dans son garage de façon permanente. Et l'autre raison aussi de cette outiliothèque, c'est de créer un élan de solidarité. Solidarité parce que les gens se retrouvent soit autour du jardin, ce qui se faisait déjà, mais aussi autour de l'usage des outils. Comment on est arrivé à ça ? On est arrivé à ça en faisant déjà un diagnostic avec les bénévoles. De quoi vous avez besoin, où vous en êtes, qu'est-ce qui bloque. Ils nous ont remonté leurs besoins et à partir de là, nous, avec Stanko, on a pu voir qu'est-ce qui existait déjà, parce que l'idée c'est quand même de ne pas réinventer la poudre si on peut se le permettre. Et au niveau de la MEL, il y avait déjà eu une opération comme ça, un site de partage qui existait, donc il a été adapté. Les bénévoles se sont appropriés et ça leur a permis de monter en compétences et de faire en sorte qu'eux-mêmes, ils peuvent maintenant maintenir ce site internet pour faire en sorte que les outils soient mis à jour régulièrement, que les photos soient réactualisées, que s'il y a un nouvel outil qui rentre, ils le mettent, s'il y en a un qui n'est plus disponible, ils le retirent. Et ils sont autonomes là-dessus. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et l'intérêt aussi, c'est de voir les étapes d'après. C'est cette outiliothèque, qu'est-ce qu'elle peut devenir ? Qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre ? Parce que si ça peut être déployé, dupliqué ailleurs, ça serait très intéressant. Et c'est le cas déjà. On a notamment un système de réservation de livres qui a été mis en place au centre social du Temple à Valenciennes. Voilà, je vous remercie et à très bientôt pour venir réserver vos outils. Après Mazingarbe, Onnain et Denain, nous allons maintenant faire un tour du côté de Valenciennes. Et pour ça, nous allons accueillir Justine. Bonjour Justine. Bonjour Céline. Alors dans un premier temps, toi et Antoine allez nous parler de l'application Bike Eco. Alors Bike Eco, c'est une application autour du développement durable qui a 2 objectifs. Le premier, celui de nettoyer le quartier des dépôts sauvages et le second, de permettre aux habitants de réserver des vélos via l'application. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il ne s'agit pas juste de traiter la thématique des dépôts sauvages, mais bien de combiner 2 thématiques, donc à la fois nettoyer les rues, mais aussi de permettre aux gens de réserver, de se balader à vélo. Ainsi, on met en avant non seulement le territoire de Valenciennes, mais on préserve aussi celui-ci. Comment ce projet est-il né ? Alors c'est un projet qui est né dans le cadre du LALP, puisque le référent jeune et l'animateur LALP avaient déjà mis en place des actions autour du développement durable. Et donc cette application, en fait, c'est vraiment la continuité de ces actions qui ont été mises en place. Au niveau de la technique, comment est-ce que vous avez procédé ? Alors en fait, on est parti des ateliers menés par Justine, qui a co-construit l'interface d'une application avec les jeunes. Et suite à ça, j'ai effectué un prototype sur Figma, donc il y a un logiciel qui permet de créer des prototypes d'applications. Pour l'instant, on n'a pas encore envoyé le cahier des charges, mais il est prêt à partir et on est sur la bonne voie. Est-ce qu'il est facilement essaimable, ce prototype ? Comme tout à l'heure, on fait appel à Clits 21, donc dans les mêmes conditions, une fois que l'application sera développée et réalisée, elle sera duplicable en allant juste rechercher les fichiers sur la base de données de Clits 21. Toujours à Valenciennes, nous allons maintenant partir du côté du centre social de Dutemple pour parler de l'application On ose en parler. Justine, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
On ose en parler, c'est une application qui permet à des personnes, quel que soit leur âge, leur genre, leur orientation sexuelle, d'aborder la thématique de la vie affective et de la santé sexuelle, de s'informer, mais aussi de poser des questions à ce sujet, donc toujours de façon anonyme, et d'avoir des réponses. C'est une application qui est assez intéressante dans le sens où on a fait des recherches au préalable et il n'existe pas de site ou d'application mobile qui traite en fait toutes ces thématiques. Et donc la plus-value, elle est vraiment là. Elle réside aussi dans le fait que ce groupe d'habitants qui a travaillé dessus attendait vraiment l'arrivée du projet Centres sociaux connectés pour aller plus loin. Comment les habitantes ont-elles décidé de se pencher sur ce sujet-là ? Alors, le groupe d'habitantes et la référente famille ainsi que l'ancienne directrice du centre social ont été formés en fait par le planning familial à ces thématiques. Et le but de cette formation était qu'ensuite elles deviennent habitantes relais en fait sur le territoire, donc auprès des habitants de leur quartier, de la ville, mais on peut aussi aller plus loin sur d'autres territoires. Et en fait, elles ont saisi l'opportunité de centres sociaux connectés pour créer vraiment un outil numérique. Et de là est née cette application. Donc vous avez ensuite décidé de procéder à la création de l'application. Donc on était parti sur l'idée d'une application et au final ça s'est un petit peu modifié. On a décidé de partir plutôt sur un site internet mais qui est responsive, donc qui s'affiche d'une certaine manière selon l'appareil sur lequel on utilise. Et on a préféré le format mobile. En fait ce qui nous a poussé à faire ça, c'est notamment de pouvoir de rendre accessible cette application, donc ce site, au plus grand nombre, parce que si on se décidait sur tel ou tel système d'exploitation, on aurait fermé des portes et c'est vraiment l'objectif inverse de l'application. Et pour la développer, c'est toujours la même chose. On a fait appel à CLIS21 à qui on envoyait des cahiers des charges et aujourd'hui l'application est disponible, on peut la consulter, mais on n'a pas encore le nom de domaine définitif. Donc tout ce qui est graphique, on l'a travaillé aussi avec les habitants. On a fait une création de logo avec un autre chargé de mission qu'on avait juste avant avec Vincent. Et c'est vraiment elles qui ont tout décidé, les couleurs, les polices, la disposition. Enfin, franchement, c'est un gros travail collectif et on est très très content du résultat qu'on a aujourd'hui. Je vous propose maintenant de parler de Télé du Temple. Justine, est-ce que tu peux nous parler de cette initiative qui est née pendant le 2e confinement ? Télé du Temple, c'est la chaîne télé du centre social du Temple. Donc c'est une chaîne qui est disponible sur YouTube et qui est effectivement née pendant le 2e confinement. C'est un nouveau moyen de communication pour le centre social qui permet au centre non seulement de parler de ses activités, mais aussi de mettre en lumière en fait, les habitants du quartier. Il y a à ce jour plusieurs émissions récurrentes. Rendez-vous en cuisine, ce soir on lit une histoire, les infos du week-end et les instants zen. Pourquoi on a décidé de créer cette chaîne télévisée donc quand je dis on, c'est l'équipe du centre social, mais aussi sa présidente, sa vice-présidente, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que l'écrit avait peut-être ses limites et que passer par un canal de communication audiovisuel nous permettait en fait d'être plus proche des habitants et de gagner davantage en proximité. Ça nous permettait de leur parler, mais aussi de les filmer, de les faire parler, leur faire partager leur quotidien et tout simplement ce qu'ils avaient envie de transmettre aux autres. Est-ce que les habitants sont maintenant autonomes dans la création des émissions ? Alors pas tout à fait, mais c'est vrai que ça faisait partie du projet du centre de monter en compétences, donc déjà l'équipe salariée, mais aussi les habitants. C'est-à-dire qu'au départ, en tant que chargée de mission numérique, je les ai accompagnés déjà à lancer la chaîne. Je les ai accompagnés techniquement pour filmer et monter les vidéos. Et petit à petit, la responsable famille a appris à faire du montage vidéo. On a également recruté un médiateur numérique. Et les habitants ont endossé le rôle à la fois de journalistes, de reporters. Ils auront également rédigé des scripts. La seule chose sur laquelle ils ne seront pas totalement autonomes aujourd'hui, c'est vraiment le montage vidéo. Mais ils gagnent petit à petit en compétences et en autonomie. Est-ce que tu penses que c'est un projet qui est facilement essaimable ? Je pense que oui, mais il y a tout de même un point de vigilance sur la technique, donc les moyens techniques et humains. Filmer et monter des vidéos, ça prend quand même beaucoup de temps, donc il faut vraiment avoir
avoir une personne qui soit plus ou moins dédiée à cela. Et sur la technique, c'est pareil. Nous, on a pu se doter de matériel, de très bon matériel, parce qu'on avait, le budget pour, et il faut être en veille sur ça, en fait, pour pouvoir se lancer. On retrouve tout de suite une partie de l'équipe de Télé du Temple en duplex depuis le centre social de Dutemple. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis habitante de Dutemple et je suis aussi présentatrice du journal télé de Dutemple. Bonjour, moi c'est Isabelle, je suis aussi habitante de Dutemple et je suis la présidente du comité d'usagers du centre social et je suis présentatrice des infos du week-end sur Télé Dutemple. Enfin moi, qu'est-ce qui m'a apporté sans le savoir en fait, c'est faire un travail sur l'estime de soi en fait. Parce que maintenant que je sais qu'il y a Télé Dutemple, je m'habille un peu mieux qu'avant, on va dire. Donc je m'habille bien et je me maquille parce que je n'ai pas tendance à me maquiller. Donc là, à chaque tournage, je sais quand on va tourner, je me maquille. Donc ça fait un travail sur l'estime de moi, en fait, sans m'en rendre compte. Voilà. Et moi, c'est la prise de parole. J'aurais jamais su parler devant les gens et grâce à ça, j'arrive plus facilement à parler. Les gens, ils savent, en regardant Télé Dutemple, ils savent ce qui se passe dans leur quartier, dans les quartiers à côté, ou ce qui va arriver dans les jours ou les semaines à venir. Oui, alors on cherche, avec Télé Dutemple, les infos du week-end, on cherche à mettre en avant les habitants, mais aussi les membres des associations, parce que dans le quartier, il y a beaucoup de membres d'associations. Et puis même, on reste pas que sur Dutemple, on peut aussi aller voir dans les autres centres sociaux qu'est-ce qui se passe. Au début, pour raconter l'histoire de Télé Dutemple, au deuxième confinement, Thomas et moi, on s'est lancé à faire une petite vidéo pour expliquer qu'est-ce qui allait passer dans le centre. On a vu que ça avait bien marché, donc on a continué. Nathalie, elle est venue pour m'aider, pour écrire mes textes. À un moment, elle faisait même mon prompteur, elle avait écrit tout sur un paperboard pour faire mon prompteur. Et puis pour finir, après, Nathalie, elle est venue derrière la caméra avec nous et maintenant, elle est aussi présentatrice de Télé Dutemple avec nous. Mais maintenant, c'est un petit peu plus compliqué pour moi parce que je travaille. Donc, quand je pourrai, je serai là. Sinon, on a toujours Aurélie, Jackie et Laetitia qui sont venus agrandir l'équipe de tournage. Ouais, en tout, on est 6 personnes pour faire les infos du week-end. Alors, mais si vous vous sentez capable aussi de venir le faire, vous pouvez venir agrandir l'équipe. Hein. Voilà. Alors au tout début, il faut trouver les sujets, écrire et trouver des photos. Oui, c'est ça Nathalie, il y a aussi les reportages, on va à la rencontre des personnes. Donc là, pour faire un reportage, c'est compliqué parce que nous, maintenant, on passe derrière la caméra, donc on devient filmeuse. Donc là, pour faire parler les gens, c'est compliqué. Donc on essaye, avant de filmer, de mettre un contact entre la personne qu'on interviewe et nous pour la mettre à l'aise. Comme ça, c'est plus facile après quand on filme, en fait, pour que le reportage il se passe bien. Et aussi, on a le montage. Donc avant, on avait notre médiateur multimédia, c'était Thomas Pavard. Mais maintenant, il n'est plus là. Ça a été remplacé par Clélia Perron. Donc là, le samedi 11 septembre, c'était les premières infos du week-end. Donc Clélia s'est lancée dans le montage des infos. Donc si vous voulez aller voir, vous pouvez toujours. Soit que vous allez sur la page de Janine Dutemple pour regarder les infos du week-end, ou alors sur YouTube, vous tapez Télé Dutemple et vous pourrez trouver les infos, parce qu'il y a les infos, mais il n'y a pas que cette émission-là. On a aussi fait des autres émissions, mais bon, je vous laisse le découvrir. Sur YouTube, vous verrez les autres émissions qu'on fait sur Télé Dutemple. Là, ils peuvent toujours venir ici au centre de Dutemple pour voir comment ça se passe à tournage et pourquoi pas écrire un petit texte et le présenter eux-mêmes.
Bah oui, voilà, comme a dit Nathalie, si vous avez l'envie, bah vous pouvez toujours venir. Nous, on vous expliquera comment que ça se déroule nos émissions. Et puis voilà, on peut toujours répondre à des questions si vous en avez. Donc, si vous avez envie de vous lancer aussi, vous, dans des émissions comme nous, bah, venez voir comment que ça se passe et puis on vous expliquera. Voilà. Au revoir. On va tout de suite accueillir deux nouveaux invités qui sont Fanny et Clément. Vous allez nous parler du projet de cartographie qui a lieu au centre socioculturel du Faubourg de Cambrai. Comment a démarré ce projet ? Bonjour, Fanny, chargée de mission numérique. Du coup, ce projet a démarré lors d'une réunion avec le comité d'usagers. Il est remonté l'envie des habitants de partager leurs souvenirs du quartier à travers un site internet ou une application où on pourrait retrouver les monuments, parce que le quartier du Faubourg de Cambrai a énormément changé ces dernières années. Donc un site internet où on pourrait retrouver un peu l'évolution du quartier à travers une map. Je laisse mon collègue expliquer un peu plus. Bonjour, Clément Duchemin, chargé d'innovation numérique au Centre socio-connecté du bassin minier. Donc il s'agit d'une cartographie toute simple. On utilise MapHub pour avoir une base de cartes qui nous permet de placer des points, tracer des chemins, construire des polygones et délimiter des zones en fait par ce biais. Donc grâce à ça, ça nous permet, grâce à des promenades qu'on a effectuées avec les habitants du quartier et Fanny, de repérer les monuments qu'il y avait dans le quartier, les placer sur la carte et construire un blog où on allait mettre en relation les points qui sont sur la map avec des articles qui sont écrits sur le blog. Donc il suffit de cliquer sur un point dans la carte et on se retrouve sur une photographie et un petit texte qui raconte l'histoire du lieu ou du monument qu'on veut visiter. Donc si le site internet a été réalisé par les centres sociaux connectés, ce sont dorénavant les habitants qui prennent la main dessus et qui écrivent les articles sur les monuments en question. L'idée aussi, c'est ce sont les habitants qui parlent de leurs souvenirs à travers ce blog. On aimerait aussi pouvoir faire le lien avec les nouvelles générations et les intéresser à l'histoire du quartier via, par exemple, un jeu de piste. Donc qui serait parallèlement, plus tard, remis aussi en ligne sur le site internet, qui permettrait du coup aux gens qui souhaiteraient découvrir le Faubourg de Cambrai de le faire via un jeu, de façon ludique. Est-ce que ce prototype pourrait être facilement adapté à d'autres centres sociaux ? Oui, totalement. On est sur une base blog super simple type WordPress, associée à une cartographie sur MapHub. Donc tout est réplicable à l'infini, on peut copier les cartes, on peut copier les articles, et on peut faire ça hors ligne ou en ligne, il n'y a pas de souci. Merci à tous les deux. On va maintenant terminer ce tour de table des prototypes avec Adouane et Clément qui proposent leurs solutions pour gérer les dossiers administratifs en ligne. Salut Adouane, ça va ? M'en parle pas là, je suis en train de me prendre la tête avec un dossier CERFA là. Tu n'y arrives pas ? Pourquoi tu le fais pas sur ton PC ? Ah ouais. Ouais, mais ma connexion internet elle est nulle. Eh ben tu viens au centre social de Hof à Valenciennes, on va le faire sur la borne administrative. Ah ouais, ah cool. Ah bah ouais. Non mais aussi tu vois, si je me connecte, je mets mon mot de passe, mes identifiants, mais quand après tout le monde pourra aller sur, je sais pas, mes impôts, la CAF et faire n'importe quoi. Non, t'en fais pas, on a fait en sorte que ce soit sécurisé. Ah, ok, cool. Eh ben allez, on y va alors. Merci pour cette mise en scène. Adouane, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet de borne e-administrative ? Oui, c'est né d'un constat et aussi d'une volonté donc d'aider les habitants, les usagers. Parce qu'on le constate notamment à De Hof, puisque là c'est de cette borne qu'on parle aujourd'hui. Les habitants ont besoin de faire des démarches administratives, donc c'est pas tout d'avoir du matériel informatique, il faut aussi avoir une bonne connexion, et ce qui n'est pas toujours le cas. Et en plus de ça, c'est pas forcément évident de remplir ces documents. Donc là, on constate que souvent il y a des rendez-vous qui sont pris notamment avec la responsable famille pour remplir ces documents.
Et l'idée, c'est de donner accès à une borne où il y aura un accompagnement donc avec une personne, mais aussi donc l'idée c'est d'avoir des supports qui vont aider les usagers à devenir autonomes sur remplir des documents administratifs. Et ça, c'est seulement possible grâce à l'aide de Clément, notre chargé d'innovation. Merci. Du coup, c'est super simple au niveau technique. Comme pour la cartographie, je suis parti sur une base blog. Donc sur la page d'accueil, on retrouve plusieurs items. Donc ça peut être des catégories, comme par exemple tout ce qui va être site administratif, Pôle emploi, CAF, CARSAT. Des catégories qui concernent les portails mail, puisque tout le monde aujourd'hui a une boîte mail, mais voilà, il y en a qui sont chez La Poste, chez Orange, Free, tout ça. Donc le but du jeu, c'est vraiment de tout regrouper sur un espace, voilà, donc l'accueil de la borne, et ensuite les gens n'ont qu'à naviguer, se repérer grâce aux icônes, et trouver tout de suite l'outil dont ils vont avoir besoin pour réaliser leur démarche. Donc on a décidé aussi, et je pense que c'est super important, quand on clique sur une icône, c'est d'avoir une petite explication avant d'arriver sur le site. Par exemple, si on arrive sur Pôle emploi, quand on va cliquer sur l'icône, un petit texte qui va apparaître et qui dira « Munissez-vous de votre mot de passe, munissez-vous de votre dernier avis de passage, tout ça. » Mot de passe aussi. Comme ça, les gens savent en fait. Ils peuvent s'adapter plus rapidement. Et puis comme ça, ils ne se perdent pas dans leur dossier, quoi. Et aussi, on a pensé à la sécurité des données parce que, comme dans l'illustration, dans le sketch, c'est de se dire, ok, on va se connecter dans un endroit où tout le monde passe. Parce qu'habituellement, c'est vrai que souvent, c'est ce qu'on fait. On enregistre ses mots de passe sur son ordinateur. Donc, quand on va dans le navigateur, tout est enregistré. Sauf que là, il ne faut absolument pas faire ça. Et ça va être automatisé. N'est-ce pas, Clément ? Ouais. On avait l'idée d'utiliser des extensions qui permettent de nettoyer les cookies et l'historique aussi de navigation. Et comme on est sur un système d'exploitation Windows, en fait, on aimerait aussi automatiser la suppression des dossiers, et des fichiers dans le dossier téléchargement. Donc, voilà. Très bien, merci à tous les deux. Si vous souhaitez en savoir plus sur les prototypes qui ont été présentés, nous serons présents en direct juste après ce webinaire afin de répondre à toutes vos questions. Pour l'heure, nous aimerions poursuivre quelques instants avec la présentation des outils et des ressources qui ont marqué notre projet. Pour cela, on va accueillir Antoine qui va nous parler du jeu Loto des Pictos, qui a vu le jour l'année dernière et qui a beaucoup de succès auprès des débutants en informatique. Rebonjour, Céline. Alors, en effet, on souhaitait vous parler du Loto des Pictos parce que c'est un peu le premier vrai outil qu'on a mis en place avec les habitants. Alors, en quoi consiste ce loto ? Ça fonctionne un peu comme un loto classique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris plein de petits emojis, des icônes qui sont assez parlantes au niveau de l'informatique et du numérique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on les a juste compilés sur des plaques. Et on a imprimé tout ça sur des feuilles plastifiées. On a fait la même chose avec des transparents. Et puis, ça se déroule comme un loto. Donc, on pioche. Chaque habitant dit « Moi, j'ai tel truc, telle icône ». Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Mais on l'utilise aussi surtout pour amener les gens à parler du numérique. En fait, l'idée, c'est que c'est un peu une ressource qui permet d'animer des ateliers collaboratifs ou participatifs. Et on l'a pas mal utilisé dans beaucoup de situations. La première fois, ça a été avec l'association La Pause, donc qui est une association à Valenciennes, qui vient en aide aux personnes qui sont un peu en difficulté. Et donc on a fait cet exercice avec un groupe de 4 seniors qui ont vraiment adoré. Pourtant, il y en avait 3 d'entre eux qui étaient très éloignés du numérique. Et on a réussi à les raccrocher avec ces icônes. Et par la suite, en fait, on a pris un deuxième temps où on utilisait des tablettes avec eux directement pour qu'ils puissent mettre en œuvre ce qu'ils venaient d'apprendre. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ce jeu, il est reproductible assez facilement. Il suffit d'avoir des feuilles de papier et des feuilles plastifiées et on peut le réadapter.
Voilà. Et il faut savoir qu'on peut télécharger gratuitement le loto des pictos sur notre site internet. Il vous suffit de suivre les indications à l'écran. On va maintenant accueillir Sarah qui va nous parler de l'implantation de l'outil Canva dans son centre, la maison de quartier Saint-Saulve. Bonjour Céline. Alors du coup je vais vous présenter Canva, donc, qui est une plateforme qui permet de créer des visuels graphiques. Donc pour tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, donc qui nous permet de faire des diapos, donc des présentations, des flyers, des logos, enfin tout type de documents en fait qui sert de support pour communiquer sur les réseaux. Et donc c'est une plateforme qui a été créée justement de manière à ce qu'elle soit très intuitive pour qu'elle puisse être la plus facile à utiliser pour l'utilisateur. Et du coup, donc c'est un système de glisse et dépose. Donc en fait, on peut modifier le thème, les couleurs, les textes et voilà. Et donc tu as implanté cet outil au sein de ton centre social. Comment ça s'est passé ? Alors exactement, donc moi je l'ai implanté donc, à la maison de quartier de Saint-Saulve. Donc c'est suite à un atelier collaboratif que j'ai fait avec l'équipe. Et donc lors de cet atelier, donc, il en est ressorti un besoin d'outils pour pouvoir gérer la communication. Et donc à la suite de cet atelier, donc, on est convenu d'un autre atelier, donc là spécialement dédié à Canva. Et c'est là qu'on a un peu exploré ensemble et vu un peu le fonctionnement de Canva, où les salariés ont pu justement prendre en main l'outil et qui d'ailleurs l'utilisent aujourd'hui tous pour pouvoir faire leur com de leur côté. Donc il sert à faire leur publication, leur planning et voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que d'autres centres sociaux peuvent se servir de l'outil car c'est un outil gratuit pour les associations, c'est ça ? Effectivement, c'est un outil qui est gratuit. Donc, quand on est une asso, donc on a le Canva non-profit, qui permet justement aux associations d'utiliser de manière gratuite. Merci beaucoup Sarah. On va terminer cette présentation avec un projet tout récent qui s'appelle Jerry Do It Together. Clément, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, donc en fait les Jerry Do It Together ou les Jerrycan sont des ordinateurs de bureau, mais portables, puisqu'en fait ils sont transportables dans des bidons d'essence vidés et nettoyés. Donc c'est super simple, quand on a du matériel informatique mais qu'on n'a pas de boîtier, si on a un petit peu débrouillard, on peut toujours trouver le moyen de refaire un ordinateur en fait, et qui va fonctionner. Donc le but du jeu, c'est de récupérer du matériel qui vient de plusieurs sources, essayer de l'assembler, et puis si tout fonctionne ensemble, on le range à l'intérieur de ce bidon, qu'on pourra customiser par la suite, pour lui donner un petit peu de personnalité. On peut installer tout un tas d'OS libres, je pense à une multitude de distributions Linux, et en fait, suite à ça, on peut leur trouver une nouvelle utilité à ces ordinateurs, comme par exemple faire de l'éducation, faire des cours à la maison par exemple. Et en fait, c'est quelque chose qui devrait se répandre à mon avis. Et puis ce projet qu'on a trouvé avec des lycéens et des seniors de centres sociaux pourrait répondre à plusieurs problématiques. Merci beaucoup Clément. Si vous voulez être tenu au courant de l'avancée de ce projet, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Notre webinaire touche à sa fin. Merci à tous pour votre attention. Mais ce n'est pas terminé, car on se retrouve tout de suite en live pour répondre à vos questions. On vous donne rendez-vous dans 2 minutes sur Teamflow. Pour nous rejoindre, il vous suffit de suivre le lien que vous avez reçu par mail ou de suivre les indications qui s'affichent à l'écran. J'en profite pour vous rappeler la tenue de notre événement qui aura lieu début décembre. On espère vous compter parmi nous. Vous recevrez bientôt toutes les informations par mail ou en suivant nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle journée et à tout de suite.